bonsoir à tous. Je suis ravi d'être ici pour ce parcours de la céramique particulier pour Chantilly. Vous savez que nous sommes partenaires avec le musée Condé. Et donc, dans le quartier, vous allez pouvoir voir dans certaines vitrines des galeristes correspondants des pièces du musée Condé, mais qui n'appartiennent pas à la collection du Duc d'Aumale. Comme vous le savez, le Duc d'Aumale a légué toute sa collection à l'Institut de France avec une interdiction de prêt. Et donc, les pièces que vous pourrez voir jusqu'à ce week-end, jusqu'à lundi prochain, appartiennent à la collection du musée Condé, mais ont été acquises, donc données, léguées, achetées après la mort du Duc d'Aumale. Donc, elles peuvent voyager. Et en effet, une grande partie de la collection de porcelaine de Chantilly du musée Condé est venue dans les collections au cours du XXe siècle. Il y a eu de grandes donations, le Fébure-Solacroupe notamment, et des acquisitions récentes, des donations ou des achats. Alors, la porcelaine a été mise à l'honneur cette année, en 2020-2021, à Chantilly, avec une exposition que j'imagine vous avez tous vue ou vous en avez entendu parler. C'est l'exposition qui s'est déroulée de septembre 2020 à août 2021, avec un confinement entre les deux, qui portait sur la porcelaine de Meissen et de Chantilly, un projet assez ambitieux qui se tenait dans les grands appartements des princes de Condé et qui permettait de mettre en dialogue la porcelaine de Meissen et celle de Chantilly, avec vraiment ce qui rejoignait ces deux manufactures, le goût pour la chinoiserie, le goût aussi pour la sculpture, que ce soit animalière ou les personnages chinois, des liens de forme, de décor. Le singe aussi, on avait ce merveilleux moment dans la grande singerie des Princes de Condé où on voyait les singes en porcelaine, que ce soit asiatiques, en Meissen ou en Chantilly. Et puis des moments assez rares et importants pour nous, d'avoir des pièces assez uniques en porcelaine de Chantilly, souvent en collection privée, qui ont gagné le château pour quelques mois. Ça a été l'occasion finalement de mettre à jour nos connaissances dans le catalogue, on va en reparler. Et puis, évidemment, chaque exposition permet de continuer les recherches, même une fois que le catalogue est imprimé. Et c'est un peu ce que je voulais échanger avec vous, sur quoi je voulais échanger avec vous aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui reste à faire ou qu'est-ce qu'il reste à étudier pour la porcelaine de Chantilly. Alors, vous savez que la grande bible de la porcelaine de Chantilly, c'est le livre de Geneviève Le Duc, paru en 1996, sur la porcelaine de Chantilly au XVIIIe siècle, qui a vraiment fait le point sur toute cette production, à partir de documents, à partir de collections privées ou publiques. Vraiment un travail fondamental, extrêmement abouti et qui reste extrêmement d'actualité. Et finalement, on ne peut que compléter le travail de Geneviève Le Duc et c'est ce que j'essaye modestement de faire avec d'autres. Donc, je voulais ce soir mettre en exergue un peu quelques éléments. On ne va pas parler de toute la porcelaine de Chantilly, ce serait un peu trop vaste, et puis vous connaissez très bien cette manufacture. Mais je voulais mettre en exergue des apports de recherche récents que vous trouverez soit dans le dernier catalogue de l'exposition, soit pas. Notamment l'importance des collections de cet homme, Louis-Henri, prince de Condé, premier ministre de Louis XV, entre 1723 et 1726, qui a été l'initiateur de la création de la manufacture de Chantilly, un grand mécène, passionné par l'art asiatique, que ce soit la porcelaine, que ce soit aussi le lac, et qui va vouloir, comme le duc d'Orléans ou comme d'autres princes, comme Auguste Lefort à Meissen, avoir sa propre manufacture à Chantilly. Donc le rôle de cette collection est vraiment encore une fois à creuser. Le contexte de création de cette manufacture, notamment quand on retrouve tout ce qui concerne Meissen, parce qu'en fait, Chantilly a été vraiment fondé en parallèle ou en compétition avec Meissen. Mais au-delà, je voulais parler d'un élément qu'on n'a pas évoqué dans l'exposition et pas dans le catalogue, c'est le rôle des princesses de Condé. Le grand malheur des princesses de Condé, c'est d'être mortes jeunes. Et donc, on ne connaît pas les princesses de Condé. Quand vous demandez à quiconque, qui connaissez-vous comme princesse de Condé, bon, c'est un peu le blanc. On connaît le grand Condé, on connaît Louis-Henri, on connaît le dernier prince de Condé, mais les princesses sont un peu oubliées. Et vous verrez, j'ai retrouvé des archives, je pense inédites, à la bibliothèque de l'Arsenal, de la deuxième femme de ce prince qui se fournissait sur les plus grands marchands merciers parisiens, Lazare Duvaux, etc. Et notamment avait un grand rôle dans
production de la porcelaine de Chantilly et dans aussi l'achat de ces porcelaines. Cette deuxième femme étant allemande, et là on rebondira sur tout ce qui concerne Meissen, parce que c'est sans doute un des liens importants entre les deux manufactures. Et puis, une dernière chose qu'on évoquera, c'est la permanence du soutien des princes à la manufacture jusqu'à la Révolution française. Avec là aussi des archives qui sont à Chantilly encore. Vous savez qu'on n'a plus les archives de la manufacture, mais on a la chance d'avoir les comptabilités princières, tout ce qui concerne les princes de Condé, et donc on peut en creux connaître la manufacture de Chantilly grâce aux princes de Condé. Donc voilà un peu l'objet de ce soir. Donc une petite piqûre de rappel néanmoins, devant ce formidable singe peintre sur porcelaine qui a été peint en 1739 dans la grande singerie du prince de Condé. Vous savez que la manufacture de Chantilly a été établie entre 1725 et 1730 par Louis-Henri, qui était disgracié et donc qui s'était réfugié sur ces terres de Chantilly et a pu s'adonner à ses passions. Il s'était considérablement enrichi grâce au système de l'as, à la spéculation sur la Louisiane et le papier à monnaie, et donc a pu donner libre cours à tous ces grands projets de construction. Les grandes écuries de Chantilly ont été bâties par ce prince. Les appartements dans lesquels on avait vu l'exposition ont été modernisés, des nouvelles boiseries ont été dessinées pour ce prince. La grande singerie, la petite singerie ont été peintes pour ce prince, avec cet univers de chinoiserie propre à son goût, celui de la chinoiserie du prince, et qui va marquer véritablement Chantilly dans sa première période, entre 1730 et 1750-55 à peu près, grâce aussi avec un homme que vous connaissez, qui est Siquer-Siroux, ce porcelainier, faïencier, ou peintre en porcelaine, on trouve dans les archives cette mention-là, qui venait de Saint-Cloud et qui a été débauché par le prince de Condé pour Chantilly. C'est un personnage intéressant parce qu'après Saint-Cloud, il a travaillé aussi avec des chimistes et naturalistes comme Ferchaud-Réaumur, qui mettait au point, travailler sur les recherches de la fabrication de la pâte de porcelaine. Et puis à Chantilly, c'est lui qui a mis en place cette fameuse pâte tendre qui a fait la caractéristique de Chantilly au XVIIIe siècle, pour lequel on a fait il y a quelques années des recherches de laboratoire pour comprendre dans la première moitié du siècle qu'est-ce qui composait la porcelaine de Chantilly. C'est Rémi Gadanien qui a effectué ces analyses et qui montre qu'il y a de la marne blanche ou du gypse. Et en fait, on a trouvé dans le Val d'Oise, en fait, les carrières d'où provenait ce gypse, à Épinay-Champlâtreux. Et donc voilà, c'était pas très loin, il y a une butte témoin qui a été analysée et on a pu trouver un peu une provenance d'une des composantes de la pâte de porcelaine de Chantilly. Donc voilà, c'est près de Luzarches, tout ça, c'est vraiment à 30 km de Chantilly et même pas. Donc voilà pour le contexte, et le privilège royal a été donné 5 ans plus tard, en 1735, il rappelle que la spécialité de Chantilly, c'est de faire de la porcelaine à l'imitation du Japon. Et ça va vraiment marquer toute la première partie de la manufacture, de production de la manufacture, avec ce style kakémon qui va caractériser Chantilly. Là, je vous ai mis un peu mes pièces préférées, par hasard. Donc des pièces ambitieuses, comme vous voyez, elles ne sont pas toutes de cet acabit. On a aussi beaucoup de services à thé, mais vous avez certaines pièces qu'on a pu voir d'ailleurs dans l'exposition, d'autres qui sont dans des collections américaines également. Donc les magots, les singes, les animaux, des vases aussi, ou des écuelles, avec ce style kakémon, ces fleurs kakémon qui sont typiques de Chantilly. Ce qui est intéressant pour revenir sur le contexte de création, vous connaissez la marque de Chantilly, ici 2 exemples parmi d'autres, avec ce fameux corps de chasse qui reflétait aussi la passion des princes de Condé et notamment de Louis-Henri pour la vénerie. Rappelons que les grandes écuries ont été construites pour ce loisir, pour la vénerie, et donc c'est assez naturellement que la manufacture de Chantilly, terre de chasse, ait pris cette marque.
Si on revient sur le contexte de la création, je vous le disais, il faut reconsidérer considérablement le rôle de Meissen dans les fondations des manufactures françaises dans la première moitié du XVIIIe siècle. On voit que dès que Chantilly se met en place, au début des années 1730, en compétition avec Meissen, hein, c'est marqué dans le privilège royal de 1735, mais dès avant le privilège royal, on a en Saxe des inquiétudes concernant Chantilly, concernant l'éventuelle concurrence que peut apporter Chantilly. Et on sait qu'en 1733, en janvier 1733, Auguste Lefort, que vous voyez là, l'électeur de Saxe, roi de Pologne, qui va fonder la manufacture de Meissen, a confié des plats en porcelaine de Chantilly aux artisans de Meissen pour qu'ils en étudient la composition. On avait peur qu'à Chantilly, on ait percé le secret de la porcelaine dure, en tout cas à l'imitation de l'Asie. Et donc ça, on le sait, on sait que dès cette époque-là, on a des inquiétudes. Et de même, en 1738, donc 5 ans plus tard, selon une lettre du secrétaire de l'ambassade de Saxe en France, au comte de Brûle, qui est le premier ministre d'Auguste Lefort, on sait que le marchand français parisien Jean-Charles Huet, ou Huet, qui est l'agent de Meissen à Paris, accuse un de ses confrères, qui s'appelle Henri Lebrun, de travailler, de favoriser Chantilly et un peu de faire de l'espionnage industriel, hein, et de mélanger du Chantilly avec du Meissen. Donc vous voyez, il y a des inquiétudes à ce moment-là, il y a même des procès en Saxe, ou des marchands parisiens qui sont très présents là-bas, peut-être que Viviane Mesqui vous en a parlé juste avant moi. Donc on a tout un texte, hein, c'est aux archives diplomatiques à la Courneuve, qui dit que, voilà, que monsieur Lebrun est l'un des conseillers les plus accrédités de la manufacture de Chantilly. Donc déjà le rôle aussi des marchands merciers pour les manufactures, hein, y compris à Chantilly, comme conseillers, comme donneurs peut-être de modèles aussi, parce que c'est eux qui sont en lien avec le marché. On dit qu'il y fournit des modèles, justement, dans ce texte, et qu'il a actuellement des pièces en Chantilly en vente chez lui, et que son intention est de mêler le Chantilly et le Meissen, donc de tromper un peu le client. Et il a aussi l'intention de perfectionner autant qu'il lui sera cette dernière manufacture, celle de Chantilly. Donc vous voyez, on a aussi des marchands qui sont partie prenante. Il n'y a pas que le prince donne des fonds en quelque sorte. Il met éventuellement à disposition ses collections, mais on a les marchands merciers parisiens qui ont un rôle important à Meissen, mais aussi à Chantilly, et ça provoque un certain nombre de conflits et d'inquiétudes. Et on dit, voilà, il perfectionnait ces dernières manufactures jusqu'au point de pouvoir en quelque manière égaler la première. Donc on se méfie à Meissen, on a peur que Chantilly surpasse Meissen. Il faut dire que le prince lui-même avait des Meissen dans sa collection et a pu, là aussi, mettre à disposition des ouvriers certaines pièces. On sait qu'il le faisait avec ses pièces en Chine ou en Japon. Et là, dans son inventaire après décès de 1740, hein, on a un peu la liste des porcelaines en Saxe, qu'on appelait, qui fournissaient ces collections. Donc, vous avez ici quelques exemples, des tabatières de chasse, des pagodes assis avec des petits chiens sur ailes, qui évoquent un peu aussi les pagodes qu'on trouvera en Chantilly, hein, des gobelets avec des miniatures fonds jaunes, des tasses, des soucoupes. Ce que je vous ai mis ici, c'est sans doute un exemplaire qui est évoqué, c'est une théière de porcelaine de Saxe forme d'un singe, qui était évidemment un modèle assez réputé. Ici, c'est un modèle qui est toujours à Dresde, hein, qui était dans la collection d'Auguste Lefort, mais dont on trouvait un exemplaire à Chantilly. Des soucoupes en forme de feuilles, des pots à bouillon, fond vert, des écuelles et des assiettes à dragon rouge. Justement, pour évoquer ces liens entre les deux manufactures, là, c'est des pièces qui étaient justement à l'exposition, mais qui étaient dans deux salles séparées, donc c'est intéressant de les remettre côte à côte. Ces bras de lumière exceptionnels, rarissimes, on en connaît 3,
3-4 paires en collection privée, avec cet aigle, la tête en bas. Enfin, ce perroquet, pardon, la tête en bas, évidemment, évoque les grandes sculptures de Meissen, dues à Candler, destinées à Auguste Lefort, dans le traitement du blanc, dans cette forme un peu serpentine, la tête en bas. Et surtout, on sait qu'à Chantilly, on a été assez peu intéressé par les oiseaux. Donc, il y a sans doute ici un lien à voir avec la porcelaine de Meissen. Alors, par quel biais? Est-ce que c'est un marchand mercier, justement, qui a donné un modèle? C'est assez... Enfin, on n'en sait rien. Hein. Il n'y avait pas de pièces comme ça dans les collections du prince, hein, les grands perroquets en Meissen. Mais on a ici, évidemment, un rapport d'émulation, si ce n'est de compétition entre les deux manufactures. Et puis, ce qu'on voyait dans l'inventaire après le décès du prince, c'est ses services au dragon rouge. Et là, c'est une vue de l'exposition parce qu'on avait juxtaposé ici en bas à gauche une assiette en porcelaine du Japon, motif dragon rouge, qui venait de Dresde, qui venait des collections d'Auguste Lefort. Juste à côté, en bas à droite, la pièce en Meissen, d'Auguste Lefort aussi, et puis au-dessus, celle en Chantilly. Et là, il y a toute une étude des propositions qui ont été lancées, notamment par nos collègues allemands, pour savoir comment ce motif est parvenu en France. Alors, évidemment, de manière la plus probable, c'est par les pièces en Japon que le prince pouvait avoir. Mais est-ce que ce ne serait pas des pièces aussi en Meissen? Parce qu'on a vu dans l'inventaire que vous voyez là, la dernière mention, c'est 12 assiettes de porcelaine de Saxe à dragon rouge. Donc, est-ce que là aussi, ce n'est pas les collections princières qui ont permis de reprendre ce motif assez spécifique et de le reprendre littéralement? Il y a juste la forme de l'assiette qui change. Ce qu'on sait également, c'est qu'il y a aussi des échanges d'ouvriers. Et il y a un peintre fameux, vous connaissez sans doute, qui venait de Meissen, qui a travaillé quelques années à Chantilly. C'est Adam Friedrich von Löwenfink, qui était actif en Saxe entre 1727 et 1736. Ensuite, on perd un peu sa trace, mais en fait, on la retrouve à Chantilly. Donc, alors, il a peut-être passé par d'autres manufactures, mais il a travaillé un certain nombre de mois, on ne sait pas exactement, à Chantilly. Il est attesté dans les archives. Alors, est-ce que c'est lui qui a introduit ça? On ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qu'il a produit. Il n'a pas signé de pièces. Mais il a travaillé à Chantilly et c'était un des grands peintres de la manufacture de Meissen. Et on perd sa trace en 1740 à Chantilly. Et en 1740, ce n'est pas n'importe quelle date pour nous, c'est la mort du prince de Condé, Louis-Henri, qui était vraiment le mécène de la première moitié du siècle pour la manufacture. Et d'ailleurs, ensuite, son fils est très jeune. Il a quelques années, hein, il a 4 ans, il est né en 1736. Son tuteur est le comte de Charolais et le prince de Condé reste à Paris pendant un certain nombre d'années jusqu'à son mariage à la fin des années 1750. Donc à Chantilly, il y a beaucoup moins de présence des princes et c'est finalement les porcelainiers ou les marchands merciers qui vont prendre le relais. Donc voilà, le rôle de Löwenfink est sans doute à creuser. Il faudrait peut-être trouver des pièces, des archives ou peut-être des pièces signées un jour, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir dans le contexte de création de Chantilly ce rôle important qu'a la manufacture de Meissen, que ce soit dans la création, mais aussi ensuite le développement certains décors comme celui au Dragon Rouge. Alors, là, et je suis ravi que Manua Finesse de Vilaine soit présente aujourd'hui parce qu'elle a découvert des pièces incroyables pour notre connaissance du début de la manufacture de Chantilly. C'est ces 2 petits vases cornés qui évoquent un peu ce qui se passait à Meissen, justement. Vous savez qu'entre 1728 et 1731, il y avait un marchand parisien qui s'appelle Rodolphe Lemaire qui a commandé à la manufacture de Meissen des copies littérales de porcelaine asiatique. Et en fait, ces copies littérales, il voulait les faire passer pour des vraies pièces en Asie, des vraies pièces asiatiques. Il a demandé à ce que la marque de Meissen soit au-dessus de la glaçure pour pouvoir la supprimer, pour pouvoir l'effacer et donc pouvoir vendre de manière plus coûteuse, évidemment, les pièces en les faisant passer pour du Japon ou de la Chine, alors que c'était des pièces en Meissen. Bon, ça, c'est une histoire qui a été très étudiée par Julia Weber dernièrement.
Et donc c'est une histoire passionnante qui s'arrête en 1731 parce que le maire et le ministre qui était le chef de la manufacture, Van Hoym, ont été démasqués, on les a emprisonnés et voilà. Et bien ce qui se passe, c'est que finalement peut-être il s'est passé la même chose à Chantilly. Alors peut-être pas avec le maire, mais ce qu'on voit, c'est que vous avez ces deux vases en Chantilly qui sont dans collection privée, qui étaient d'ailleurs exposés à Chantilly pendant un an, qui présentent ces fausses marques asiatiques qui, évidemment, devaient permettre de les vendre plus cher, de les faire paraître comme des pièces asiatiques. C'est des pièces relativement précoces dans la production de Chantilly, mais on est face finalement à ce qu'on a vu pour Meissen, c'est-à-dire sans doute une volonté, peut-être portée par des marchands, là on n'a pas d'archives encore retrouvées, de vendre des pièces de Chantilly comme des pièces asiatiques et donc les vendre plus cher. Donc c'était assez incroyable de retrouver ça et de retrouver le même phénomène de part et d'autre du Rhin. Un autre aspect qu'il faut aborder ici, c'est les collections des princes Louis-Henri, les collections asiatiques, on en a parlé largement, vous les avez vues dans l'exposition, des pièces qui sont maintenant au Louvre, au château de Pau, au château de Fontainebleau, des pièces incroyables, que ce soit en Chine et surtout en Japon, qui ont fourni les premiers modèles pour Chantilly. Je voulais parler maintenant des sculpteurs qui ont été à son service, parce que la grande interrogation pour toutes les pièces de Chantilly, c'est quels étaient les ouvriers. Les peintres, on peut les trouver avec les lettres, etc. Mais les sculpteurs, qui a fourni les modèles, d'où venaient-ils? Et ce qu'on sait, c'est que les collections du prince et les sculpteurs au service du prince étaient nombreux. Alors là, je vous ai mis un peu les chefs-d'œuvre du prince de Condé, qui sont aujourd'hui au Louvre. Vous avez notamment le Grand Surtout dû à Rottier, qui a été commandé en 1734 et livré en 1736, donc vraiment dans la période, vraiment la grande période de Chantilly-Caquiémon, c'est un an après le privilège royal. Et juste à côté, vous avez deux esclaves, c'est des salières poivrières, qui portent des cannes à sucre en argent, le tout, qui ont été commandés entre 1725 et 1735. Ils sont anonymes, mais vous voyez l'ambition de ce mécénat, des orfèvres, des sculpteurs qui ont été au service du prince et qui ont peut-être donné aussi des modèles pour la manufacture de Chantilly. Et en fait, le prince avait, on voit ça dans les archives, il y a des paiements réguliers tous les ans, à un orfèvre et sculpteur parisien assez connu qui s'appelle Henri-Nicolas Cousinet, qui a été fait maître en 1724, qui est l'auteur du nécessaire de toilette de la reine Marie Lesinska, qui est au Louvre, que vous connaissez bien, qui a reçu aussi, qui était aussi sculpteur, je vous le disais, qui a reçu le deuxième prix de sculpture, il était reçu deuxième au prix de sculpture, de l'Académie en 1732, et qui en 1734 s'installe à Chantilly, et les archives nous disent pour imiter les ouvrages de la Chine. Donc ça, c'est assez intéressant quand on connaît le contexte, la première production de porcelaine de Chantilly. En 1736, il est cité comme sculpteur des menus plaisirs du prince. Il est payé ensuite régulièrement, chaque mois, entre 1738 et 1740, qui est la date de la mort du prince. Il est payé assez copieusement, 125 livres par mois, 1500 livres par an. Il était également, on le sait, proche du peintre et dessinateur Jean-Antoine Fraisse, qui est celui qui a gravé des modèles pour les peintres de Chantilly, notamment des modèles asiatiques, parce que j'ai trouvé qu'il a été, l'épouse, Geneviève Fraisse, donc l'épouse de Jean-Antoine Fraisse, Geneviève, a été la marraine de la fille de Henri-Nicolas Cousinet. Donc, il y a des liens familiaux entre ce sculpteur et ce pourvoyeur de modèles pour la manufacture de Chantilly. Donc voilà, là c'est une des archives conservées à Chantilly, des paiements des princes de Condé. Donc vous voyez, là il est même qualifié de graveur. Donc est-ce que lui aussi a donné des modèles gravés? Donc qui travaille, donc je vous ai mis cette mention parce qu'elle est intéressante, qui travaille au laboratoire. Alors qu'est-ce que c'est le laboratoire? On est dans le soubassement du château de Chantilly et il y a le laboratoire des princes de Condé.
ce qu'on appelle l'hôtel Pékin dans les archives, où on fait un certain nombre d'expériences pour le compte du prince, pour percer, c'est là que la première manufacture a été installée, hein, avant qu'elle s'installe en ville, pour percer le secret de la porcelaine de Chantilly, pour peindre des indiennes, pour aussi créer une manufacture de lacs à l'imitation des lacs asiatiques. Et donc, il travaille dans ce laboratoire, ce cuisinier. Donc, il travaille au service du prince, au plus près des recherches qui ont été favorisées par Louis-Henri. Et puis, il travaille aussi avec son fils. Donc, vous voyez, c'est une entreprise familiale au service du prince. On ne dit pas concrètement ce qu'il fait, mais on dit qu'il est graveur, qu'il est sculpteur et qu'il travaille pour le prince. Alors, une hypothèse de travail, il y a quelque chose qui m'intrigue depuis longtemps. C'est ce vase, enfin ce modèle de vase qui est en terre cuite, qui est conservé au Getty, qui est une pièce incroyable, un rocaille exceptionnel. Avec, alors je vous ai mis, pardon, qu'un des deux côtés, mais d'un côté vous avez les armes des princes de Condé et d'autre part vous avez LH, sans doute pour Louis-Henri. Ce vase, il est anonyme, sans doute des années 1730-1740. Est-ce que ce n'est pas Henri-Nicolas Cuisinet qui a fourni le modèle? Je pense qu'il y a une forte probabilité. Hein. C'est le seul sculpteur qu'on connaisse dans les archives d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas tout dans les archives du prince, dans les paiements, dans ces années 1730-1740. Donc, est-ce que ce n'est pas lui qui a fourni ce modèle? Bon, en tout cas, là aussi, il faut sans doute creuser. C'est une hypothèse intéressante. On sait qu'il y avait deux autres sculpteurs actifs à Chantilly, mais qui ne sont pas dans les comptabilités du prince. C'est Louis-Jacques Goujon, père et fils, qui viennent de Rouen et de Saint-Cloud, donc là aussi, qui ont été appelés sans doute par Sicard-Siroux, qui venait de Saint-Cloud lui aussi, qui sont actifs entre 1736 et 1739. Donc voilà, il y a ce père et ce fils aussi qui travaillent sans doute pour la manufacture, mais Henri-Nicolas Cuisinet, il faut peut-être maintenant l'avoir à l'esprit quand on voit des pièces exceptionnelles en Chantilly. Est-ce que c'est lui qui en a donné les modèles? Ce qu'on sait que donc en 1740, il quitte Chantilly parce que le prince n'est plus là et on le revoit de retour à Chantilly en 1756. C'est quand le fils arrive, s'est marié et s'implique à Chantilly. Donc sans doute il a gardé des liens avec les princes de Condé, même pendant la période de minorité du futur prince de Condé, qui est Louis-Joseph. En fait, en 1756-1757, il travaille à la salle du jeu de paume, qu'on conserve toujours, à son décor, et il y travaille jusqu'en 1764. Et enfin, il est nommé sculpteur de son Altesse Sérénissime, Monsieur le Prince de Condé, en 1766, et il meurt à Chantilly en 1768. Donc voilà, un candidat important qui a été sans doute moteur lui aussi, comme Jean-Antoine Fraisse, comme Sicard-Siroux, comme tous ces hommes de la première moitié de la première production de Chantilly, c'est-à-dire celle de la période Caquiémont, et qui a peut-être ici, pour le cas de Cuisinet, ensuite donné des modèles pour la période Rocaille, plus proprement Rocaille, où on a encore des pièces ambitieuses. Alors, je vous ai parlé de Louis-Henri, je vous ai parlé aussi un peu de son frère. Le frère, le comte de Charolais, Charles, il est aussi intéressant. C'est lui qui va prendre la régence, en quelque sorte, de Chantilly pendant la minorité de son neveu, Louis-Joseph, après la mort de Louis-Henri, donc à partir de 1740. Et ce comte de Charolais, qui était un personnage pas très sympathique, on raconte qu'il tirait sur les domestiques au fusil depuis ses courtines. Voilà, il y a beaucoup de légendes, il a laissé une très mauvaise réputation. Mais au-delà de ça, c'était lui aussi un grand collectionneur. Donc lui aussi doit figurer au panthéon de ces amateurs d'art asiatique et de céramique asiatique qui ont été dans la famille de Condé, tout comme d'ailleurs le père de Louis-Henri, ça on l'oublie un peu, c'est Louis III de Bourbon-Condé, qui a été prince de Condé 1 an, donc il est complètement passé en dehors des radars, entre 1709 et 1710. Et lui aussi, alors la manufacture de Chantilly n'existait pas, mais lui aussi aimait beaucoup les faïences. Dans son inventaire, on parle de faïences d'Hollande, notamment achetées auprès d'un certain Lemaire, faïencier. Alors, est-ce que c'est le père de Rodolphe Lemaire, celui qui a été à Meissen? C'est sans doute lui.
Et d'ailleurs, la mère de Louis-Henri, l'épouse de Louis III, était aussi une collectionneuse de porcelaine. Sa tante, c'était la duchesse du Maine, à Sceaux, qui était complètement extravagante, excentrique, qui avait aussi tout un cabinet de laque. Et puis, ce qu'on sait aussi un peu moins, c'est que son arrière-grand-père, le Grand Condé, aimait aussi les faïences de Hollande, les Delft, et en avait à Chantilly. Donc, vous voyez, il y a toute une tradition des princes de Condé d'amour de la céramique. Et donc, Charles de Bourbon-Condé, comte de Charolais, qui est né en 1700 et qui est mort en 1760, a nourri le même goût assez naturellement. Et c'est sans doute à lui qu'a appartenu cette fontaine qui est chez un marchand parisien, et dont je me remercie pour la photo fournie, qui est donc une exceptionnelle fontaine de table qui est constituée d'un vase céladon, monté avec 3 chiens faux en blanc de Chine, assez incroyable, une œuvre de Marchand Mercier là aussi qui correspond assez bien à ce qu'on pouvait trouver dans les inventaires du comte de Charolais. Donc vous voyez, il y a tout un milieu assez important et donc cette manufacture de Chantilly ne vient pas de nulle part. On a une longue tradition des princes de Condé d'amour de la céramique et qui va continuer même après la fondation de la manufacture, et on va continuer d'ailleurs à acheter ou à posséder des grandes pièces de porcelaine asiatique. Alors il faut parler des femmes. Jusqu'ici, c'est vrai qu'on les a assez oubliées dans nos études concernant Chantilly, et donc il faut un peu les reconsidérer. Je vous disais, Louis-Henri a eu 2 femmes, les voici. La première, c'est Marianne de Bourbon-Conti, qui est ici à gauche, qui est la fille du grand Conti, et de Marie-Thérèse de Bourbon-Condé, parce que les Conti et les Condé sont 2 branches cousines et se marient entre eux, évidemment, selon toute logique. Et elle a épousé son cousin, donc Louis-Henri, le fondateur de la manufacture de Chantilly, en 1713. Elle avait 24 ans, était un peu plus âgée, lui en avait 19. Et le couple n'a pas eu d'enfant. L'épouse de Marianne est morte assez précocement. Mais on sait, grâce à son inventaire, qu'elle avait aussi beaucoup de pièces en Chine et en Japon, des plats, des assiettes, des pagodes, des cornets, mais aussi de nombreuses porcelaines bleues et blancs, donc chinoises. Elle avait autant du Japon que de la Chine. Et sans doute que d'ailleurs son époux, Louis-Henri, a récupéré les collections de Marianne de Bourbon-Conti, parce je retrouve de son inventaire à celui de son époux certaines pièces, les mêmes descriptions, notamment 13 petits plats d'anciennes porcelaines de couleur à dragon rouge. Donc vous voyez, c'est elle qui, la première, en avait, et qu'on retrouve ensuite en 1740 dans l'inventaire de son époux. Donc voilà pour Marianne, donc elle meurt assez rapidement, et donc en 1728, le duc de Bourbon va épouser sa seconde épouse, qui n'est pas Charlotte de Rouen-Soubise. En fait, l'inscription est fautive, elle date du 19e siècle. Ici, c'est Caroline de Hesse-Rheinfels-Rothenburg, qui a été princesse de Condé à partir de 1728, qui est une princesse allemande qui a grandi à la cour de Cassel, qui était une cour importante en Europe pour la mode chinoise, justement, avec les collections des princes électeurs de Hesse-Cassel, qui sont assez reconnues, notamment pour le lac. Et ce n'est pas par hasard d'ailleurs qu'à Chantilly, ensuite, on va fonder une manufacture de lac. Et notamment, vous avez au musée d'Orbigny-Bernon de La Rochelle, vous avez des plats en lac du Japon, et des flacons carrés à saké qui viennent de la collection de cette princesse de Condé. Donc c'est une personne intéressante. Dans son inventaire, toujours vous savez, c'est l'inventaire après décès, elle meurt en 1741, donc juste après son mari, un an plus tard. Elle avait 27 porcelaines de Saxe, dont des pagodes. Et là, c'est une des nouveautés, parce que ça date d'il y a quelques semaines, et pour l'instant, j'en ai parlé encore à personne. Elle se fournissait auprès des grands marchands parisiens, marchands merciers parisiens, notamment le marchand parisien Thomas Joachim Hébert, qui est celui qui avait inventorié les porcelaines de son mari en 1740,
et qui était le fournisseur du couple. Et là, ce qu'on voit dans cette pièce d'archives, qui est dans un fond un peu pêle-mêle, qui est à la bibliothèque de l'Arsenal, on voit des commandes, des paiements à ce Thomas Joachim Hébert, à ce marchand mercier. Donc, ce mémoire est adressé à son Altesse Sérénissime, Madame la Duchesse jeune, parce qu'en fait, la mère de Louis-Henri était encore vivante. Donc, on l'appelait, c'était un peu la Duchesse douairière. Là, c'est la Duchesse jeune. On est en 1734. Et on voit, donc je ne vais pas vous faire toute la liste parce que c'est toutes les commandes et les paiements passés de mois après mois à ce marchand mercier Hébert. Alors ça, c'est assez incroyable parce qu'on n'a pas ça dans les archives de Chantilly. On a juste les comptabilités, mais très sommaires. On a des paiements annuels et là, on a mois par mois les descriptions de ce qu'elle achète et pour combien. Et on voit qu'en 1734, elle a acheté un pot pourri à terrasse à tronc d'arbre de Chantilly, comme celui-là ou celui-là. Il n'y en a pas beaucoup, hein, donc là, c'est des candidats, on ne sait pas lesquels, mais ce sont des candidats. Ils sont tous les deux en collection. Enfin, ça, c'est aux collections du Musée Condé. C'est une donation de 2017, et ça, c'est en collection privée. Ensuite, on a aussi des pots pourris en porcelaine des Indes, des tabatières en lac, de la porcelaine blanche, des navettes, diverses choses, pas que de la porcelaine, on a des bras de cristal d'Angleterre, enfin, il y a beaucoup de choses, des vases en vernis. Le 13 avril 1735, elle commande un deuxième pot pourri de porcelaine de Chantilly à tronc d'arbre, garni de fleurs et de bronze doré d'or moulu, pour 96 livres, donc un goût pour les troncs d'arbre et les pots pourris de notre duchesse. Des pots à tabac de porcelaine en Chantilly en blanc, garnis de vermeil. Donc, vous voyez, il y a toute une… et pour des commandes assez copieuses, parce qu'à la fin, pour juste quelques mois, on est de septembre 1734 à mai 1735, elle en a pour 2764 livres. Donc une princesse qui avait un rôle sans doute important dans la collection princière, dans les rôles avec les marchands merciers et donc dans le sort de mécénat vis-à-vis de la porcelaine et des objets d'art, que ce soit les marchands merciers ou la manufacture. Donc une archive intéressante et qui est complétée, là je n'ai pas mis la photo, mais en 1735, on a un peu la somme de toutes les dépenses non, pas en 1735, en 1742, donc 2 ans après la mort de son mari, on a la somme de toutes les dépenses annuelles de la duchesse, toujours à l'Arsenal. Et alors, pour les perruques, pour les robes, etc., c'est assez passionnant. Mais on sait surtout qu'elle a une dette envers le sieur Duvaux pour le prix d'une pendule, pour le reste du prix d'une pendule. Donc, elle se fournissait auprès de Lazare Duvaux, ce fameux marchand mercier qui était notamment le fournisseur de Madame de Pompadour. Donc, une princesse intéressante qu'on avait complètement oubliée jusqu'ici. Enfin, voilà, on parlait beaucoup de Louis-Henri, mais en fait, son épouse, sa deuxième épouse, par son lien avec l'Allemagne, par sa propre collection, par ses relations avec les marchands merciers, même après la mort du prince de Condé, a définitivement un rôle à jouer. Alors, ce rôle des princes de Condé, il va continuer, et ça aussi, on le sait par les archives, c'est que la manufacture de Chantilly va changer plusieurs fois de propriétaire au XVIIIe siècle, hein, elle n'est jamais vraiment rentable, donc il y a des faillites, il y a des rachats, le tout toujours contrôlé de plus ou moins loin par les princes de Condé. On voit ça dans les archives des princes, notamment des conseils des princes, donc ce qui concerne vraiment les dossiers stratégiques. On parle régulièrement de la manufacture de Chantilly. Et on voit que Louis-Joseph, que vous voyez ici, qui était aussi un grand militaire, qui a combattu pendant la guerre de 7 ans pour la France, et qui est ici, là c'est un Carmontel, hein, qui est lauré de laurier après la bataille de Johannisberg, a continué le patronage de la manufacture et a passé un certain nombre de commandes importantes auprès de cette manufacture. Par exemple, entre 1761 et 1766, il a investi 16 000 livres, ce qui est considérable, hein, dans la manufacture. Il a notamment acquis à ce moment-là ce service aux armes qu'on vient de compléter tout à fait récemment parce qu'on a reçu la donation de 2 grands rafraîchissoirs à bouteille et d'un petit rafraîchissoir à verre il y a 3 semaines de ce service qui est le service de la ménagerie des princes de Condé.
Il y a une exposition d'ailleurs en ce moment à Chantilly, jusqu'au mois de tout début janvier, sur la ménagerie des Princes, où il y avait une laiterie notamment de propreté, où on pouvait déguster des fromages, des crèmes, peut-être crème Chantilly, avec ce service. Hein, c'est un peu notre service au Beulsin pour Chantilly. Et donc, c'est les commandes de Louis-Joseph dans les années 1760, avec cette production en blanc et bleu, comme vous le savez, qui a été imposée par les privilèges royaux qui ont été octroyés à Sèvres, c'est-à-dire qu'à Chantilly, on ne pouvait plus faire théoriquement de la couleur et de l'or. Et donc, on s'est rabattu sur des services en blanc et bleu, avec des œillets, avec des brindilles, etc., ou ici, les armes des princes. L'attention des princes va continuer jusqu'à la Révolution française. En 1781, dans les délibérations du Conseil du Prince, on porte une attention particulière au progrès et au maintien de la manufacture de porcelaine, avec des précautions pour que la production ne cesse pas. C'est-à-dire même si on n'arrive plus à vendre, on injecte un peu de l'argent ou on passe des commandes pour que la production ne cesse jamais et pour que les bâtiments n'aient pas d'autres usages. À ce moment-là, d'ailleurs, on va lever des plans nés en 1781. Là, ce sont des plans qui sont dans les archives du château. Donc, on est dans la ville de Chantilly et vous voyez, c'est assez… Alors, il y a plusieurs niveaux, je ne vous ai pas tout mis, mais ce qui était bien, c'est de voir ici les fours. Alors, je vous montrerai tout à l'heure parce qu'on a toujours l'emplacement à Chantilly. On a notamment les contreforts de ces murs pour permettre que les murs supportent les chaleurs importantes de ces fours. On a des ateliers de tourneurs, notamment d'assiettes là-bas, tous les magasins. Et puis à l'étage, on a des ateliers de peintres. Donc on a ici une vision assez importante, intéressante et très précise de la manufacture, à l'époque où les princes de Condé s'inquiètent et donc demandent des relevés de plans pour essayer de voir comment sont utilisés les bâtiments et de faire en sorte que la manufacture continue. En 1788, importante commande au maître de la manufacture qui s'appelle M. Antôme de Surval pour 6600 livres et on commande un service complet aux armes avec donc, des seaux à bouteilles, des assiettes, des seaux à demi-bouteilles, à mosaïque et seaux à mosaïque pour mettre des fleurs. Et donc ça, en fait, c'est pour ces pièces-là. Et ces pièces que la regrettée Geneviève Leduc avait datées entre 1753 et 1760, parce qu'en fait, il y a une date sur un plat au British Museum qui porte la date de 1760. En fait, certaines de ces pièces sont bien plus tardives et datent des années 1780. On est à 1788, on est à la veille de la Révolution française, et on fait, même si c'est interdit, de la couleur et de l'or pour les princes de Condé. Donc voilà, ces pièces peuvent être… Pour certaines d'entre elles, c'est sans doute un modèle et des décors qui ont été créés en effet en 1760, juste avant, c'est-à-dire quand le prince de Condé revient à Chantilly, et on va commander sans doute des réassorts pour ces services jusque dans les années 1788. Donc ces pièces peuvent être… la datation doit être repoussée ou élargie pour ces pièces. Ici, ce sont des pièces qui sont dans les collections du musée Condé. Et d'ailleurs, on a régulièrement des commandes, et notamment pour les trousseaux des petites princesses de Condé, on commandait de la porcelaine de Chantilly. Ça faisait partie un peu du mécénat de nos princes. Ici, c'est un état de la porcelaine de Chantilly fournie en 1782 à la princesse Louise de Condé, Louise Adélaïde de Bourbon-Condé, qui est la dernière fille de Louis-Joseph. Et qu'on va d'ailleurs essayer de marier en vain au comte d'Artois, mais qui va ensuite devenir abbesse, l'abbesse de Remiremont. Donc dans ce trousseau, il y a vous voyez, toute une liste de porcelaine de Chantilly. Ici, on est en 1782, elle a 25 ans, ce qui correspond parfaitement à la date de formation d'une maison pour une jeune fille qui n'est pas mariée. On doit lui fournir une maison à l'âge de 25 ans, selon la coutume de France. Je me suis un peu renseigné. Donc là, ça correspond parfaitement. Elle a 25 ans en 1782. Elle est de noble origine, elle n'est pas encore mariée, mais elle doit avoir une maison. Il est temps. Et donc, on demande à M. Sabatier de lui fournir
plein de services. Vous avez 5 douzaines d'assiettes plats, 3 douzaines d'assiettes à soupe, des coquetiers, des sucriers, des services à thé, des seaux à verre, des bouteilles, etc., etc. Donc un décor complet, là peut-être en camailleux blanc et bleu, il n'y a pas de précision, vu d'ailleurs la quantité. Mais c'est assez intéressant, vous voyez là aussi, jusque dans les années 1780, on passe des commandes assez importantes pour soutenir la production de Chantilly, qui n'était pas que destinée aux princes évidemment, mais dont les princes se sentaient vraiment les protecteurs jusqu'à la Révolution française. Voilà les deux photographies de l'emplacement actuel de la manufacture de Chantilly. Et là, vous devinez des contreforts assez importants. On est dans la rue de la Machine actuelle, qu'on appelait la rue du Japon à l'époque. Donc, comment dire, la parcelle est restée peu ou prou la même, avec une cour centrale, avec des bâtiments distribués tout autour. Évidemment, les élévations ont beaucoup changé. Mais les grands contreforts, qui sont assez curieux, expliquent le fait que en fait, les fours étaient juste à cet endroit-là. Et puis, ça, il faudrait qu'on fasse une étude plus aboutie. Il y a quelques années, a été retrouvé dans les caves de ces bâtiments un certain nombre de tessons non glacurés, avec des petits moules, avec des sortes de rebuts aussi, des morceaux d'assiettes, alors parfois avec des marques, vous voyez. Et ça, c'est un petit pot à lait, on en a dans la collection comme ça, un pot à crème. Et puis ici, ça c'est la collection du pavillon de Mans. Vous avez aussi ça c'est pour les assiettes mosaïquées qu'on a vues tout à l'heure, qui étaient soit décorées dans les cartouches de fleurs, mais aussi vous avez parfois les fables de La Fontaine. Il y a plusieurs variantes. Donc il y a un certain nombre de moules qu'il faut qu'on étudie plus finement pour essayer de peut-être faire correspondre des pièces conservées, des exemplaires conservés et ces fameux moules qui sont un peu comme ça pêle-mêle à la mairie pour le moment. Et puis là, c'est un petit clin d'œil. En 2017, nous avons pu acquérir une très belle pièce en porcelaine dure de Chantilly, parce qu'en fait, il y en a eu une, comme vous le savez sans doute, qui n'était pas bien identifiée, avec la porcelaine de Pigori, qui était le maître de la manufacture à ce moment-là. Et en fait, sur ici le cartouche, on voit quoi? On voit le pavillon de Mans, qui est juste à côté de la manufacture, où il y avait les moulins à eau, justement, qui permettait de travailler la pâte de porcelaine. Donc, c'était sans doute une pièce de présentation. Vous voyez, il y a du biscuit, il y a beaucoup de techniques qui sont mélangées, qui permettaient de montrer que la porcelaine de Chantilly, juste après la Révolution, était encore d'aplomb et permettait de fabriquer des pièces de qualité. Et donc, mon petit exposé se finira sur cette pièce, le Salon d'Orléans, dont on a retapissé les vitrines, qu'on a aussi redistribué de manière chronologique avec une nouvelle médiation en 2017, il me semble, ça fait quelques années maintenant. Et dans quelques mois, nous allons refaire la tenture, qui n'est pas la tenture d'origine, la tenture du Duc d'Aumale est retapissée en ce moment à Lyon, chez Tassinari et Châtel. Donc on va pouvoir remettre le damas de soie rouge cramoisi qui donne beaucoup plus de profondeur à cette pièce. On va électrifier le lustre, on va aussi restaurer les tableaux grâce aux Friends of the Domaine de Chantilly, dont je remercie les éminents représentants présents ici. Et on va pouvoir redonner encore un coup de lustre à cette salle permanente de la porcelaine de Chantilly, là aussi pour profiter de l'élan qu'on a pu lancer avec l'exposition de cette année consacrée à la porcelaine de Chantilly et à la porcelaine de Meissen. Merci beaucoup.